Yokoya était un perdant déprimé qui passait ses journées à fantasmer sur Mia Khalifa après que sa mère soit partie. Soudain, sa vie change pour le mieux lorsqu'une tueuse à gages plantureuse travaille comme femme de ménage pour lui et est prête à tout faire, mais finit par tomber amoureuse de lui. Le jour de leur rencontre, Yokoya dormait encore dans sa chambre en désordre quand sa sonnette retentit, le forçant à sortir du lit. Et quand il regarde pour voir qui c'est, une sosie de Violet Evergarden aux cheveux noirs est là, demandant à être sa servante. Yokoya la laisse alors entrer et elle entre avec élégance et calme. Yokoya la regarde avec suspicion, convaincue qu'elle est soit sur le point de le voler, soit de lui vendre une garantie automobile. Il lui demande nonchalamment son CV, s'attendant à des tâches de femme de ménage générique, mais à la place, elle lâche une bombe en disant qu'elle était autrefois une tueuse à gages, avec un lien compliqué qui la relie à la mère de Yokoya. Pour changer de sujet, il lui demande ses méthodes d'assassinat, et elle accepte de faire une démonstration. Dehors, elle lance habilement des couteaux sur un arbre, et elle est fière de ses compétences. Mais Yokoya lui dit qu'elle est un peu trop qualifiée pour être une domestique qui fait sa lessive, alors il la rejette. Bien que déçue, elle accepte le refus, s'excuse et quitte la maison. Alors qu'elle s'éloigne, Yokoya tombe à genoux, submergée. C'est alors qu'il remarque quelque chose qu'elle a laissé derrière. Pendant ce temps, la domestique marche sans but, espérant à moitié que Yokoya la suivra. Juste au moment où elle atteint les voies ferrées, Yokoya l'appelle, cloche à la main, mais elle remarque que Truck-kun arrive pour faucher la vie de Yokoya. Cependant, elle se téléporte comme l'éclair et le sauve. Confuse, elle s'excuse en disant que sauver des gens n'est pas quelque chose à laquelle elle est habituée. Yokoya lui rend alors la cloche et la remercie. Alors qu'elle se retourne pour partir à nouveau, Yokoya l'appelle, demandant de l'aide pour le ménage. De retour à la maison, Yokoya regarde avec horreur alors qu'elle déballe une collection mortelle de couteaux. Elle bavarde sur les multiples usages de ces lames, mais Yokoya précise qu'il a besoin de quelqu'un pour sortir les poubelles, pas les cadavres. Elle demande si les tâches ménagères sont vraiment tout ce qu'il attend d'elle, et Yokoya lui dit que oui. Une heure plus tard, Yokoya revient pour voir de l'eau partout, une serpillière cassée en deux, et elle debout là, trempée avec un seau sur la tête. Elle commence à s'excuser, mais glisse soudainement pour se rattraper en l'air et atterrir avec grâce. Il réalise à quel point elle est maladroite, mais Yokoya enlève doucement le seau, lui tend une serviette et lui dit qu'il est normal d'apprendre. Et elle hoche la tête gentiment. Des heures plus tard, l'endroit brille, et Yokoya la félicite pour cela, ce qui la fait sourire. Puis, au dîner, il lui demande si elle sait cuisiner. Elle baisse les yeux, gênée de ne pas savoir, mais il la rassure en disant qu'il cuisinera et qu'elle peut se détendre. Dans le bain, elle réfléchit à Yokoya et à ses étranges sentiments naissants pour lui. Pendant ce temps, Yokoya lutte avec le fait qu'une domestique mortelle mais maladroite se baigne à quelques mètres de lui. Il imagine qu'elle sortira vêtue uniquement de serviettes, mais à sa déception, elle revient entièrement habillée et le dîner commence. Elle admet qu'elle ne s'est jamais beaucoup souciée de la nourriture, car manger n'était toujours qu'une question de survie pour elle. Mais Yokoya insiste qu'une bouchée de la côtelette de porc changera son avis. À ce moment-là, il réalise qu'il ne connaît pas son nom. Elle lui dit qu'elle n'en a pas, alors Yokoya envisage de lui en proposer un, mais décide d'attendre pour l'instant. Puis elle goûte le porc, et une sensation étrange la frappe. Elle dit que c'est délicieux et chaleureux, à la fois la nourriture et Yokoya lui-même. Il remarque que sa portion manque de sauce, alors il partage un peu de sauce tonkatsu sur sa côtelette, et quand elle prend une autre bouchée, son visage s'illumine de joie pure au goût. Et pendant un instant, la vie est belle. Cette nuit-là, Yokoya se réveille d'un cauchemar en larmes et sent son estomac gronder. Il se dirige vers la cuisine et y trouve la domestique, prise sur le fait, en train de dévorer de la sauce tonkatsu. Elle s'excuse, admettant qu'elle pourrait être accro, et il rit et propose un encas de minuit. Pendant qu'il mange, elle lui demande à propos de ses cauchemars, admettant qu'elle l'a entendu gémir dans sa chambre. Quand elle est allée voir, elle l'a trouvé pleurant dans son sommeil, un garçon brisé appelant sa mère. Il est mortifié et elle essaie de détendre l'atmosphère en partageant un rêve bizarre où la sauce lui parlait et offrait un réconfort éternel, ce qui est le premier rêve dans lequel elle a jamais voulu rester, contrairement à ses rêves habituels de couper des têtes. Puis elle exprime à quel point elle est triste de ne pas pouvoir l'aider avec sa propre douleur. Yokoya s'ouvre, disant qu'il rêve toujours d'être abandonné, et il admet qu'il souhaite parfois pouvoir se réveiller allongé sur les genoux de quelqu'un à nouveau. Émue, elle offre la sienne. Lorsqu'il refuse d'abord, elle sent l'obscurité s'insinuer, pensant qu'elle n'est bonne qu'à prendre des vies. Mais ensuite, sans un mot, il s'allonge. Yokoya la fixe, la voit le regarder en retour,
et s'endort lentement sur ses genoux, se sentant chaud et en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Au fond d'elle, elle ne comprend pas pourquoi son cœur s'est emballé quand elle a sauvé Yokoya, car c'était différent de toutes les fois où elle avait pris des vies, où son corps bougeait par instinct, non par calcul. Le lendemain matin, elle découpe les déchets avec des mouvements précis et rapides comme l'éclair, les ensachant efficacement. Quand Yokoya demande pourquoi elle joue à Fruit Ninja avec ses recyclables, elle explique avec désinvolture que cela économise de l'espace et il exprime combien il est impressionné par ces méthodes étranges mais efficaces. Juste à ce moment-là, leur matinée est perturbée lorsqu'ils découvrent un petit chien ébouriffé devant leur portail. À côté se trouve une lettre, un message désespéré de quelqu'un affirmant qu'il est ruiné et a abandonné le chien chez Yokoya, supposant qu'il est assez riche pour s'en occuper. Yokoya grogne, mais finalement il ne peut pas l'abandonner, alors il prévoit de le ramener à l'intérieur. D'un autre côté, la domestique n'est pas émue par l'impuissance du chien. Elle pense que le sauver par pitié pourrait affaiblir ses instincts, le rendant dépendant et faible. Elle lui demande sérieusement s'il est prêt à prendre ses responsabilités, et Yokoya ne bronche pas. Il hausse les épaules et répond qu'elle ne l'a pas sauvé par pitié non plus, mais parce que quelque chose en elle ne pouvait pas l'ignorer. Ces mots frappent plus fort qu'un coup de Mike Tyson et la domestique le regarde en silence. Et il continue en disant qu'il sait ce que ça fait d'être abandonné, donc il ne laissera pas le chien vivre ça. Plus tard, alors que Yokoya se lie avec le chiot, la domestique reste distante, observant de loin comme s'il portait une maladie. Quand Yokoya l'encourage à essayer de le caresser, elle se raidit, se déplaçant maladroitement, et il réalise qu'elle a peur. Embarrassée, elle admet qu'elle le toucherait si son maître le lui ordonnait, et Yokoya la rassure doucement qu'il ne la forcerait jamais à cela. Lorsqu'il lui demande la raison de sa peur, elle révèle que l'une de ses épreuves d'assassin consistait à survivre dans une montagne envahie par des chiens sauvages et féroces, et que l'expérience lui a laissé des cicatrices profondes. Yokoya compatit et dit que c'est dommage qu'elle ne puisse pas aider avec le chiot, mais le mot dommage la blesse plus qu'elle ne s'y attendait. Avec une profonde inspiration et les bras tremblants, elle demande à essayer de le tenir, mais quand le petit chiot est dans ses mains, elle le berce comme une bombe vivante et tremble de manière incontrôlable. Il lui demande ce qui lui fait le plus peur, et elle montre les griffes, les dents, les yeux. Mais Yokoya sourit simplement et dit qu'il voit Hamachi. Elle ne comprend pas la comparaison, mais soudain le chien mordille son doigt et elle panique, manquant de le jeter au paradis des chiens. Après s'être calmé, il réalise que le chiot fait ses dents. Il se dirige vers le vétérinaire et Yokoya s'occupe de l'examen pendant que la domestique va acheter des fournitures pour chiens. Lorsqu'ils se retrouvent, l'homme et le chien sont touchés par sa gentillesse. Plus tard, lors d'une promenade tranquille sous la lumière déclinante de l'après-midi, la servante avoue que Yokoya est différent de tous les maîtres qu'elle a connus. Elle lui dit que ses précédents ne se souciaient que des missions et de l'efficacité, et que l'échec n'était pas toléré. Mais avec Yokoya, elle découvre un maître gentil qui est patient et doux d'une manière qui la déroute. Elle demande à rester dans son monde, un monde où la chaleur existe, où les erreurs ne sont pas fatales et où la survie ne dépend pas de prendre des vies. Elle veut devenir quelqu'un qui mérite de rester dans son monde. Et Yokoya lui répond avec la vérité qu'elle ne veut plus être une assassin, et elle veut simplement être une fille normale. C'est une vérité qu'elle n'a jamais osé exprimer à voix haute, car le meurtre était tout ce qu'elle connaissait. Mais maintenant, elle voit qu'il y a peut-être plus. Il admet qu'il avait peur d'elle au début, mais maintenant, il la voit comme une fille bien qui a juste besoin d'être polie. Certes, mais quelqu'un qui essaie. Et cette simple phrase file bien ébranle quelque chose en elle. Elle demande doucement s'il l'aidera à en devenir une, et il accepte et lui dit qu'elle devrait apprendre à se pardonner quand elle fait des erreurs. Le lendemain matin, le chien se réveille au son de ses exercices de couteau sur le chou. Elle veut faire des okonomiyaki parce qu'elle veut les accompagner de cette sauce qu'elle adore. Mais soudain, le chien s'approche d'elle sans être détecté, ce qui la rend hostile, soupçonnant qu'il s'agit d'un chien espion. Soudain, son ventre gargouille. Étrange, elle réalise qu'il a faim, alors elle le nourrit, le regardant dévorer la nourriture avec joie. Alors qu'elle tend la main pour le caresser, Yokoya entre et elle retire instinctivement sa main. Yokoya prend le chien dans ses bras, lui frotte le ventre dodu et déclare qu'ils vont l'appeler Mochi, ce que la domestique trouve être un beau nom. Puis il complimente ses efforts culinaires et son initiative avec le chien, la faisant tournoyer doucement et la qualifiant d'incroyable, ce qui la fait rougir face à cet éloge inattendu. Mochi commence à sautiller, impatient de jouer. Yokoya s'excuse pour préparer le dîner et la domestique dit qu'elle va surveiller Mochi chez lui car elle veut être le genre de personne qui voit Mochi comme Yokoya le voit, un joyeux paquet d'énergie, pas une menace.
Avec la confiance brûlant dans son cœur, elle tend la main vers Mochi. Elle caresse sa fourrure, trace ses petites pattes et laisse échapper un rire discret. Lentement, elle réalise que la peur s'estompe. Et tout comme Yokoya a appris à lui faire confiance, elle apprend à faire confiance à ce petit trésor. Au dîner, elle goûte l'okonomiyaki qu'elle a préparé avec la sauce et fond instantanément de joie. Yokoya propose de se resservir et elle lui assure qu'elle est rassasiée, mais son visage rayonnant dit le contraire. Il lui dit de simplement demander si elle veut quelque chose, et saisissant l'instant, elle lui demande quelque chose d'inattendu, un nom. Il est surpris, mais sourit et lui demande sa date de naissance. Elle explique qu'elle ne sait pas quand c'est, mais que c'était en hiver. À ce moment-là, Yokoya pense à un nom et la nomme Yuki, comme la neige. Elle se fige, se rappelant comment l'un de ses anciens maîtres l'avait qualifiée de froide, la comparant à l'hiver lui-même. Mais Yokoya voit la neige différemment. Pour lui, elle est douce, belle et protectrice. Elle recouvre aussi la terre, abrite les graines et aide la vie à éclore. Ces mots éveillent une chaleur douce en elle, et elle se souvient d'avoir construit un bonhomme de neige il y a longtemps avant de devenir celle qu'elle est maintenant. Et pour la première fois, la neige ne semble pas froide, mais elle ressemble à un foyer. Elle voit que dans son étrange petit monde, elle peut peut-être devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus chaleureux. Alors elle sourit, et Yokoya le voit, alors il lui rend son sourire. Quelques jours plus tard, Yuki passe son temps dans la cour, lançant un jouet pour Mochi, lorsque Yokoya surgit avec une demande inhabituelle, demandant à Yuki de l'aider à se percer l'oreille, voyant qu'elle a les oreilles percées. Yuki accepte sans hésitation, mais alors qu'elle place la lame de perçage près de son oreille, ses mains commencent à trembler. Elle recule, troublée par l'idée de blesser son propre maître, même si c'est consensuel. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Yuki ouvre la porte et trouve une fille, Riko, qui se tient là, la regardant avec une confusion visible, se demandant qui elle est. Le moment suivant, Riko entre dans la maison comme si elle en était la propriétaire, et ses yeux scrutent Yuki de la tête aux pieds, refusant de croire qu'une bombe pareille est prête à être la domestique d'un bon à rien comme Yokoya, et lui demande pourquoi il ne l'a pas dit à elle ou à la famille. Yokoya grogne et lui dit que si leur mère le découvre, elle deviendrait folle. Et il n'a pas non plus parlé de Yuki à leur père, sachant qu'il s'inquiéterait que Yokoya puisse devenir bizarre. Riko reste indifférente, toujours pas convaincue par ses excuses pour la faire taire et ne pas en parler à leurs parents. Curieuse, Yuki demande pourquoi les frères et sœurs vivent séparément, mais Riko ignore la question car son attention est maintenant entièrement sur Yuki et elle s'exclame à quel point elle est jolie. Yokoya marmonne que Riko a un faible pour les gens attirants, tandis qu'elle déteste les moches, tout comme les gens qui regardent la vidéo. Alors que les choses se calment, Riko apprend que Yokoya a donné son nom à Yuki et en est choqué. Yuki hoche la tête et, sans hésitation, exprime comment, avant de venir ici, elle n'avait pas de nom et n'était qu'une assassin. Mais cela a changé quand Yokoya lui a donné le nom de Yuki. Riko bug en entendant qu'elle est une assassin, mais s'excite rapidement, suppliant Yuki de signer son carnet. Yuki accepte et Riko loue son allure élégante, même en écrivant. Mais à leur surprise, le résultat ressemble plus à des griffonnages qu'à une signature. Yuki explique que bien qu'elle puisse parler 12 langues, elle n'a jamais étudié l'écriture manuscrite. Soudain, Riko a une idée et déclare que Yuki devienne son projet de recherche d'été, voulant en savoir plus sur une assassin devenue femme de chambre. Yokoya proteste contre cette idée, mais Riko l'ignore et supplie Yuki directement, la suppliant de montrer quelques-uns de ses mouvements les plus cool. Avec un hochement de tête, Yuki accepte, et dans le jardin, Riko équilibre une pomme sur sa tête pour que Yuki puisse montrer ses compétences. En un éclair, Yuki lance une lame qui se plante dans la pomme, et Riko est émerveillée tandis que Yokoya regarde avec horreur. Ensuite, Riko lui demande où elle garde ses lames, et elle explique qu'elle en portait 16, mais qu'elle en porte maintenant 5, qui sont cachés partout sur son corps, de ses melons à ses joues. Elle commence à atteindre une cachée en dessous, mais Yokoya l'interrompt, ne voulant pas que cette vidéo soit interdite. Plus tard, la rafale de questions de Riko est interrompue par le bruit de son estomac qui gargouille, et elle demande à Yuki si elle a un plat spécial. Yuki lui dit qu'elle en a un, mais coupe du chou et le sert sur une assiette comme son plat. What? Encore affamés, ils sortent pour prendre de la restauration rapide. Et là, ils aperçoivent une affiche pour un festival d'été. Yokoya fait remarquer qu'il y a un stand qui vend des crackers couverts de sauce. Et dès que Yuki entend cela, elle s'illumine et commence à baver.
Au festival, Riko entraîne Yuki à un jeu de tir. Mais malgré son passé d'assassin, Yuki admet qu'elle est terrible avec les armes à feu et le prouve en ratant chaque tir. Mais au jeu des poissons rouges, elle brille en attrapant plusieurs avec aisance et prend même le temps de montrer sa technique à Riko. L'employé du stand la félicite, la qualifiant de grande sœur naturelle. Puis ils trouvent enfin les crackers de riz recouverts de sauce. Yuki en prend une bouchée et est pratiquement aux anges. Le vendeur, amusé par sa joie, lui en donne en plus et Yuki commence à sautiller de plaisir. Riko part chercher des boissons et Yokoya essaie de la suivre, mais elle le rassure en disant qu'elle ira bien. En attendant, Yokoya demande à Yuki si elle est déjà allée à un festival auparavant et elle répond doucement qu'elle a une fois eu une mission à un festival où elle devait assassiner quelqu'un tout en étant sur place pour les feux d'artifice, mais elle n'a pas pu en profiter. Mais maintenant, le ciel nocturne éclate de couleurs et Yuki regarde en haut, émerveillé par la lumière scintillante. Riko revient ensuite, leur tend les boissons et les rejoint pour regarder le festival que Yuki apprécie. Plus tard, sur le chemin du retour, un cri perce soudain l'air à cause d'un vol. Une moto passe à toute vitesse, manquant de renverser Riko, mais Yuki réagit instantanément, la tirant en arrière pour la mettre en sécurité. Riko rougit fortement, submergé par le fait d'être portée comme une princesse, mais Yokoya fixe la sauce renversée par terre et dit que celui qui a fait ça mérite de pourrir. Yuki prend ces mots au pied de la lettre et disparaît en un éclair, couteau en main. Riko, ravi, incite son frère à suivre pour qu'elle puisse voir la version féminine de John Wick en action. Ils poursuivent Yuki qui court sur les toits comme une acrobate et Riko trouve un raccourci. Ils finissent par rattraper Yuki juste au moment où elle fait tomber la moto avec un lancer précis pour crever les pneus. Elle s'approche du voleur hébété, les yeux froids, couteau en main. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, Yokoya la supplie d'arrêter et elle s'arrête, puis donne un coup léger sur le casque du gars, ce qui suffit à lui faire peur. Yuki dit alors qu'elle a de nouveau faim, et soulagée, Yokoya promet qu'ils achèteront plus de sauce. Ensuite, Riko est excitée à l'idée de présenter son projet d'été sur Yuki à l'école, et curieuse, Yuki lui demande ce qu'est l'école. Riko commence un monologue passionné sur à quel point l'école est géniale, et à ce moment-là, elle reçoit un message de leur mère disant que le dîner est prêt. Riko rentre chez elle en courant, excitée, et Yuki se tourne vers Yokoya, disant qu'elle veut essayer l'école aussi. Le lendemain matin, Yokoya se rend en classe, incertain si Yuki peut gérer sa nouvelle vie scolaire. Ses amis courent vers lui, parlant d'une rumeur sur une soubrette aux formes généreuses en ville, mais il nie tout, affirmant que c'est un canular. Soudain, la porte de la classe s'ouvre, et là, en uniforme complet, se tient Yuki. La salle devient silencieuse tandis que Yokoya est sous le choc. Ensuite, Yuki se présente comme la cousine de Yokoya et le professeur lui ordonne de s'asseoir devant Yokoya. Mais quand elle prend place, elle choque tout le monde en appelant Yokoya son maître. Après l'école, Riko apparaît pour s'enquérir de leur journée et Yokoya, bien que sans expression, réalise rapidement que Riko a orchestré l'arrivée de Yuki et elle célèbre avec fierté le succès de son plan. Sur le chemin du retour, Riko se vante de l'apprentissage rapide de Yuki, affirmant qu'elle a maîtrisé tout ce qui concerne la vie scolaire en 3 jours avant même de s'inscrire. Yokoya se demande comment Yuki a réussi à se retrouver dans la même classe, la même école, et partage maintenant un lien familial avec lui. Ils expliquent que Yuki a tiré quelques ficelles de sa vie antérieure en tant qu'assassin pour s'inscrire à la fois à l'école et dans sa classe. Mais c'était l'idée de Riko de la faire passer pour sa cousine. Et c'était aussi l'idée de Riko de garder cela secret pour Yokoya, juste pour le faire souffrir. Agacé, Yokoya lui donne une légère tape sur la tête. Mais Yuki, se sentant coupable, demande si elle a fait quelque chose de mal. Il se radoucit rapidement et lui assure que cela ne le dérange pas, espérant qu'ils pourront profiter ensemble de la vie scolaire. Le lendemain, les élèves se précipitent hors de la classe pour mettre la main sur le pain de Katsuda, insaisissable. Yuki devient intriguée et lorsqu'on lui demande ce qu'elle veut pour le déjeuner, elle choisit le pain. Yokoya la prévient que c'est plus rare que les papas qui rentrent à la maison après avoir acheté du lait et que leur salle de classe est la plus éloignée de la cafétéria. Il dessine même une carte pour lui illustrer les chances. Mais Yuki est motivée et elle déclare audacieusement qu'elle va l'obtenir. Avec confiance, elle saute par la fenêtre et court sur les rails du toit comme un ninja, ignorant les appels de Yokoya pour qu'elle s'arrête. Il la regarde impuissant, réalisant que ses yeux brûlent maintenant d'une intensité que seule la nourriture peut apporter, une force irrésistible, rivalisant même avec le désir d'Eren d'obtenir la liberté.
Lorsqu'il regarde en bas, Yokoya aperçoit la foule se précipitant vers la cafétéria pour obtenir le pain Katsuda. Yokoya panique, inquiet que la véritable nature de Yuki puisse être révélée. Mais juste avant qu'elle ne tombe, elle manœuvre en plein vol et atterrit directement devant la file de la cafétéria sans que personne ne la voie. Cependant, elle revient triste avec un seul pain Katsuda et un sandwich au hasard, disant à Yokoya que le magasin n'autorise qu'un de chaque. Yokoya lui tend le pain Katsuda, l'offrant sans hésitation. Yuki proteste, insistant pour qu'il le mange, mais il la rassure en disant qu'elle l'a mérité. Puis, au moment où elle prend une bouchée, un bonheur pur l'envahit. Mais elle coupe quand même le sandwich en deux, donnant un morceau à Yokoya pour qu'il puisse partager la joie. Cette nuit-là, Riko annonce qu'elle passe la nuit avec eux et Yokoya n'est pas ravie. Mais Riko retourne la situation, soulignant sa chance de vivre avec Yuki et ses joues adorables. Elle dit qu'elle a toujours rêvé d'avoir une sœur avec qui parler des garçons et elle imaginait même Yokoya comme sa sœur au physique ingrat. Arrête! Mais maintenant, elle a l'idée que s'il épouse Yuki, son rêve devient réalité et elle affirme que Yuki pourrait même l'aimer. Yokoya rejette l'idée, insistant sur le fait que Yuki ne ressent pas d'émotion romantique. Et il se souvient quand elle lui a fait dévorer du pain sans réagir du tout. Riko n'est pas convaincue et elle pense que leur mère pourrait approuver l'union, mais leur père ne le ferait certainement pas. Juste à ce moment-là, Yuki entre et surprend la conversation. Curieuse, elle demande qui va se marier et Riko lâche la vérité et demande directement à Yuki si elle aime Yokoya. Yuki répond qu'elle l'admire, ce qui fait court-circuiter le cerveau de Yokoya. Plus tard, le trio se détend ensemble. Riko, étonnée par l'apparence de Yuki, demande si elle se maquille, mais Yuki révèle qu'elle ne le fait pas. Riko dit que son visage est ce que les autres femmes envient, mais Yuki admet que son apparence ne l'a jamais aidé dans son ancien travail. Riko réfléchit qu'on ne lui a jamais dit qu'elle est jolie, à part ses parents, mais ensuite Yuki la complimente, disant qu'elle aime vraiment le visage de Riko et ce compliment la touche profondément. Riko se demande si elle pourra un jour égaler l'apparence de Yuki. Et Yuki attribue sa peau éclatante à la sauce tonkatsu et offre à Riko un morceau de son melon glacé au tonkatsu. Riko hésite, mais finit par adorer. En regardant leur interaction chaleureuse, Yokoya pense qu'elles sont comme des sœurs, et il attribue à Riko le mérite d'avoir aidé Yuki à s'adapter si bien à la vie normale. Remarquant son expression pensive, Riko le taquine, l'accusant de fantasmer sur le mariage avec Yuki juste pour assister à plus de ces moments. Il essaie de le nier, mais quand Riko lui demande s'il serait heureux de se marier avec quelqu'un d'aussi belle que Yuki, il admet que oui, c'est pareil pour tous les mecs. Riko s'illumine de satisfaction, mais à leur insu, un chat mystérieux rôde dans les buissons. Le lendemain, pendant le cours, le professeur commence un exposé ennuyeux, ce qui fait somnoler Yokoya. Soudain, le professeur lance un morceau de craie vers lui, mais en un éclair, Yuki l'intercepte en plein vol sans que personne ne le remarque. Cependant, la poudre de craie finit dans les yeux de Yokoya, l'aveuglant, ce qui n'est pas le résultat espéré par Yuki. Yokoya est envoyé à l'infirmerie où il rencontre la nouvelle infirmière, Nida, une remplaçante outrageusement plantureuse et digne d'un film comique. Sa présence dégage une énergie étrange, et alors qu'elle examine ses yeux, elle lui demande à propos de Yuki. Quand Yokoya mentionne que Yuki est sa cousine, Nida rit, disant qu'il a l'air moche en comparaison. Soudain, son ton change, et tout en le séduisant, elle vérifie ses signes vitaux, puis verrouille la porte. Tu sais quelle heure il est? Elle le pousse sur le lit, se penchant sur lui avec son charme, tentant de réveiller son petit soldat. Mais juste avant qu'elle ne puisse entrer en contact avec lui, Yuki fait irruption et lance un regard noir à Nida. Yokoya se cache derrière Yuki, secouée d'avoir failli se faire avoir. Nida prétend nonchalamment qu'elle plaisantait, disant qu'elle trouve amusant de le voir se transformer en hamster paniqué autour d'elle. Puis, quand elle essaie de l'attirer à nouveau, Yuki le tire en arrière et ordonne à Nida de ne plus jamais s'approcher de Yokoya. Yokoya se souvient soudain de la théorie de Riko, selon laquelle Yuki l'aime peut-être et qu'elle est jalouse. Nida se lasse de la scène et les met dehors, disant que la blessure est de toute façon mineure. Alors que Yuki l'accompagne, elle s'excuse et dit qu'il y a quelque chose qu'il doit savoir. Le cœur de Yokoya bat à tout rompre dans l'attente, mais au lieu d'une confession, elle révèle quelque chose de choquant, que Nida est aussi un assassin. Pendant ce temps, le chat qui rôdait plus tôt s'approche de Nida, lui apportant des images de la maison de Yokoya. Et avec un sourire meurtrier, Nida commence à planifier son prochain coup. Nida rêve d'une vie insouciante au bord de l'océan, entourée d'une rotation incessante d'hommes séduisants et en sueur. Mais avant de pouvoir poursuivre ce fantasme, elle doit éliminer deux cibles,
Yokoya et Yuki. Pendant ce temps, Yokoya n'arrive pas à dormir car Yuki reste collé à ses côtés, inquiète que Nida, toujours une menace mystérieuse pour eux deux, puisse frapper sans prévenir et éliminer Yokoya quand Yuki ne regarde pas. Malgré les plaintes de Yokoya qu'il ne peut pas dormir sous une telle tension, Yuki s'allonge à côté de lui avec une offre audacieuse. Elle peut l'aider à se détendre en utilisant ses cuisses plus douces que du beurre. Yokoya, cependant, est plus préoccupé par le fait que Yuki pourrait être la cible et Yuki est troublé par cette idée. Yuki le rassure qu'elle est plus que capable de gérer Nida, même dans son sommeil, en utilisant seulement une main. Elle soupçonne que Nida a une rancune personnelle du passé, mais en lui tenant fermement la main, elle promet de le protéger, lui, la personne qui a apporté lumière et chaleur dans son monde froid. Se sentant surchauffé par tout ce contact, Yokoya envisage d'ouvrir une fenêtre, mais Yuki l'arrête. Elle l'ouvre elle-même, avertissant qu'il pourrait être pris pour cible de loin s'il n'est pas prudent. Alors que l'air frais entre, Yuki sent une odeur trop familière, de la sauce Katsura. C'est un piège. Et avant qu'elle ne puisse réagir, Nida apparaît, déjà à l'intérieur, et prend Yokoya en otage. Nida révèle la véritable identité de Yuki, Zyu, le loup blanc des 9 descendants du dragon, et se moque d'elle pour être tombée dans un piège si simple. Yuki prépare son arme, mais Nida menace d'utiliser Yokoya de la manière la plus brutale si elle résiste. Yuki change de ton, lançant un avertissement féroce en mandarin, jurant vengeance sur Nida et toute sa lignée si elle lui fait du mal. Cela envoie un frisson dans le dos de Nida et elle lance un défi à Yuki sous la forme d'un duel à l'école, tandis que Yokoya sera l'appât. Après leur départ, Yuki se souvient des paroles de son ancien mentor disant qu'elle n'est rien d'autre qu'une assassin sans le luxe d'une fin heureuse. Acceptant cette vérité, elle dégaine son épée, résolue à sauver Yokoya, même si cela signifie revenir sur le chemin qu'elle a essayé de quitter. Son cœur, cependant, aspire à plus que la survie, il veut la vie paisible qu'elle a avec Yokoya. À l'école, Nida attache Yokoya d'une manière à moitié coquine, à moitié effrayante et essaie de l'intimider, mais son calme la prend au dépourvu. Lorsqu'on lui demande s'il en veut à Yuki de l'avoir entraîné dans cette situation, il admet qu'il a peur, mais qu'il lui fait confiance. Il demande même qui est ce personnage Zyu, ce qui choque Nida, et elle trouve bizarre que quelqu'un vivant avec Yuki ne connaisse pas sa véritable nature. Elle explique que Zyu n'est pas juste une assassin, mais qu'elle est une légende, le loup blanc, une guerrière née d'une lignée d'assassins d'élite, les 9 descendants du dragon, qui ont influencé l'histoire elle-même. Des assassinats de dirigeants mondiaux à la mort de votre voisin, les 9 descendants du dragon sont impliqués, et Nida croit que vaincre Zyu élèvera son statut dans ce monde. Yokoya, cependant, refuse d'accepter que Yuki soit la meurtrière au cœur froid que Nida décrit. Pour lui, c'est la gentille fille qui adore s'enthousiasmer pour des petites choses et se perd souvent dans des plaisanteries. Nida confesse sa frustration de voir quelqu'un comme Zyu adouci par des pensées de mariage, admettant que cela lui donne envie de détruire tout ce qu'ils ont construit. Pourtant, elle reconnaît que quelque chose chez Yokoya doit être spécial s'il a pu réchauffer un cœur aussi glacé que celui de Yuki. Nida croit que l'amour rend les gens faibles, et c'est pourquoi elle est convaincue qu'elle peut enfin abattre Zyu. Soudain, Yuki arrive. Nida ouvre le feu, mais Yuki dévie les balles comme si c'était un jeu d'enfant. Nida déclenche alors une mine cachée, croyant que l'explosion achèvera son adversaire. Mais Yuki en sort indemne et prêt à frapper. Nida l'évite de justesse, et alors que Yuki rassure Yokoya qu'il sera sauvé, Nida s'enrage. Elle fulmine au sujet du passé de Yuki et comment cela la ruinera si Yokoya le découvre. Mais Yuki la fait taire, affirmant qu'elle est plus préoccupée par le sommeil et les responsabilités scolaires de Yokoya. Nida, de plus en plus irritée, exige de savoir pourquoi Yuki continue de parler de Yokoya pour être encore plus agacée lorsque Yuki commence à divaguer sur les amis et les sauces préférées. Ayant perdu patience, Nida révèle un arsenal de tireurs d'élite cachés visant Yokoya, menaçant de réduire ses membres en cendres s'il bouge. Yuki en a finalement assez. Elle se précipite, surprenant Nida qui active le piège. Mais Uki, utilisant une combinaison de réflexes et de précision, lance une lame vers le ciel, en jette de plus petites pour intercepter les balles et continue d'avancer. Nita essaie d'utiliser des plans de secours, mais Uki détruit son téléphone avec un coup parfaitement ciblé. Alors qu'elle avance, Nita commence à se souvenir de qui est vraiment Zyu, et Uki exige qu'elle se rende. Nita menace Yokoya une dernière fois, mais Uki l'intercepte et la met à terre. Même maintenant, Nita soutient que Zyu ne pourra jamais échapper à son passé d'assassin et que d'autres viendront toujours après elle. Uki admet que son ancien moi était construit uniquement pour mettre fin à des vies, mais maintenant elle refuse de prendre des vies,
ou de laisser d'autres mourir à cause d'elle. Elle déclare son intention de se battre pour un avenir pacifique, comme une vie où elle appartient. Nita, stupéfaite, regarde le redouté loup blanc choisir l'amour plutôt que la mort, et elle rit, réalisant qu'elle n'a jamais eu une chance de gagner. Plus tard, sur le chemin du retour, Yuki s'excuse d'avoir entraîné Yokoya dans son monde sombre. Elle propose de disparaître s'il le souhaite, mais au lieu de répondre, Yokoya lui prend la main et lui demande de lui apprendre à se défendre pour qu'il puisse la protéger aussi. Uki rougit, ravi de savoir que malgré tout, il veut toujours être à ses côtés. Quelques jours plus tard, Uki joue au volleyball et domine le terrain de l'école. Et tandis que les admirateurs sont complètement captivés par son athlétisme, ils ne peuvent pas croire qu'un bon à rien comme Yokoya soit son parent. Encore secoué par sa dernière rencontre avec Grace, anciennement connue sous le nom de Nita, qui a révélé l'identité d'Uki comme l'un des 9 descendants du dragon, Yokoya devient de plus en plus curieux à propos de sa servante assassin. Uki, quant à elle, continue d'essayer de maintenir un semblant de normalité dans sa vie quotidienne. Alors qu'Uki adresse un sourire chaleureux à Yokoya pendant le match, les autres garçons deviennent instantanément jaloux. Puis un ballon de volleyball vole droit sur lui, et juste avant l'impact, Grace intervient et le sauve, laissant tout le monde stupéfait et les garçons encore plus jaloux. Elle se fait maintenant passer pour une nouvelle professeure de sport, provoquant la confusion quant à sa réapparition soudaine. Yokoya, cependant, ramène l'histoire à quelques semaines plus tôt, lorsque Grace s'est également présentée comme sa cousine dans sa véritable forme, aux cheveux blonds. Contrairement à Yuki, qui maîtrise les lames, Grace se spécialise dans le renseignement, la collecte et l'espionnage. Yuki, sceptique et prudent, exige des réponses. Grace clarifie qu'elle n'a plus l'intention de les éliminer. Au lieu de cela, elle se sent attirée par l'idée qu'un assassin légendaire comme Yuki devienne dévoué à un perdant pathétique comme Yokoya. Elle propose une trêve et offre une condition bizarre mais tentante. Elle gardera ses distances et assurera leur sécurité en échange de la possibilité de rester et d'observer. Elle ajoute même qu'elle fournira du pain à la sauce Katsuda à volonté pendant 3 mois et Yuki accepte instantanément. Tandis que Yokoya reste inquiet, Uki le rassure en disant que Grace ne gagne rien à lui faire du mal. Elle promet même que si 1000 ennemis venaient après lui, elle le protégerait sans hésitation. Cependant, alors qu'elle fait cette promesse, Yokoya remarque qu'elle bave et réalise que c'est le pain de sauce Katsuda et non lui qui alimente sa passion. Revenant au présent, Yokoya rappelle à Grace qu'elle est censée être discrète dans sa surveillance. Elle s'en moque, disant qu'elle veut voir comment Uki réagit à ses marques d'affection. Pendant qu'Uki continue de smasher des ballons de volley avec une force brutale, Grace se rapproche de Yokoya, le taquinant avec espièglerie. Au moment où Uki s'en aperçoit, elle lance un service puissant qui manque de casser un mur. Et au lieu d'être réprimandée, elle est couverte de louanges par les filles qui admirent sa force. Au déjeuner, Uki est embarrassée par son éclat précédent, et quand Yokoya lui demande ce qui la tracasse, elle admet se sentir distante de lui après l'avoir vu interagir avec Grace. Yokoya, après avoir parlé avec Grace, réalise qu'Uki pourrait être jalouse. Alors il la rassure en lui disant que ses émotions sont valides, et cette assurance lui remonte le moral. Le week-end, Uki commence sa journée comme d'habitude en enfilant sa tenue de femme de chambre et en lançant la lessive. Mais cette fois, après des semaines d'échecs, elle réussit enfin à rendre les serviettes douces et moelleuses. Alors, elle les montre à Yokoya. Sa joie est palpable et Yokoya célèbre silencieusement sa petite mais significative victoire. Et pour la première fois, Yuki a l'impression que sa journée commence bien. Plus tard, lorsque la préparation du dîner commence, ils découvrent qu'ils n'ont qu'un chou. Yuki l'imagine transformé en un plat glorieux avec de la sauce Katsuda, mais Yokoya décide de sortir acheter des côtelettes de porc à la place. À la boutique, le vendeur les accueille chaleureusement, et Yuki est pratiquement en train de sautiller d'excitation devant l'abondance de sauce Katsuda. Elle demande à Yokoya s'il a déjà ressenti une telle excitation pour quelque chose, et il se souvient de la joie de son enfance au théâtre des héros en regardant un Power Ranger à petit budget en action. Et entendre son histoire aide Yuki à mieux se sentir concerné. Puis, en regardant le vieil homme trancher le porc avec une précision experte, Yuki est émerveillé par ses compétences à son âge avancé et se demande s'il a été un assassin légendaire dans le passé. La grand-mère partage ensuite qu'elle et son mari ont inventé la sauce Katsuda, et Yuki la voit maintenant comme une déesse. Yuki est submergée de gratitude, disant que pour quelqu'un qui n'a jamais trouvé de joie dans la nourriture auparavant, cette sauce lui a donné un goût de bonheur qu'elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Elle les remercie sincèrement.
La grand-mère dit à Yuki qu'elle peut maintenant apprécier la nourriture parce qu'elle ressent enfin la chaleur et le bonheur qui l'accompagnent. Cela fait penser Yuki à Yokoya, et elle est d'accord. Puis, de nulle part, le grand-père apparaît derrière elle pour épousseter son épaule, la surprenant par sa discrétion. Et Yuki est encore plus convaincu que ce gentil vieil homme doit en fait être un super assassin à la retraite. Avant de partir, la grand-mère leur propose de goûter sa nouvelle recette de sauce. Yuki l'essaie avec enthousiasme et la joie qu'elle ressent la transporte presque dans le monde des guerres culinaires. Plus tard dans la soirée après le dîner, Yokoya se sent déchiré. Il veut toujours découvrir la vérité sur les 9 descendants du dragon, mais voir Yuki heureuse le fait se demander si cela vaut la peine de creuser dans son passé. Alors qu'il s'endort, il rêve de sa mère et de la façon dont elle est partie sans jamais lui faire un câlin d'adieu. Tout le temps, Yokoya l'a supplié de rester. Il se réveille les larmes aux yeux, serrant Yuki dans son sommeil. Gêné après avoir réalisé qu'il la serre dans ses bras, il s'excuse rapidement. Yuki, comprenant ce que le rêve devait signifier, offre à nouveau ses genoux comme oreiller pour essayer de le réconforter. Mais ensuite, le téléphone de Yokoya tombe. Yuki le ramasse et remarque qu'il a fait des recherches sur son passé. Elle s'ouvre, admettant qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'est le Dragon's Nine Offspring, car lorsqu'elle était assassin, elle suivait simplement les ordres de son maître et ne s'est jamais impliquée dans l'organisation elle-même. Bien qu'elle ait rencontré d'autres membres du groupe, elle n'a pas pris la peine de se souvenir de leur nom, car son seul objectif était toujours sa mission et de ne pas décevoir son maître. Yuki admet que s'adapter à cette vie calme et joyeuse semble encore irréel et parfois elle se demande si elle rêve. Mais chaque fois qu'elle voit Yokoya, elle se souvient que ce qu'elle veut vraiment, c'est être une fille ordinaire. Yokoya comprend ses sentiments et depuis qu'il a appris sa véritable identité grâce à Grace, il veut aussi l'aider à atteindre son objectif. Yuki sourit doucement, ému par ces mots. Rougissant, Yokoya écoute tandis qu'elle explique pourquoi elle chérit le moment où il repose sa tête sur ses genoux. La première fois qu'il l'a fait, elle a eu l'impression d'aider enfin quelqu'un. Alors, elle lui dit que chaque fois que les cauchemars reviendront, ses genoux seront toujours là pour le réconforter. Voulant rendre la gentillesse, Yokoya avoue que son rêve n'était pas entièrement triste, et cela lui a donné de l'espoir parce que Yuki commence à remplacer la chaleur qu'il désirait autrefois. Le lendemain matin, Yuki commence sa journée comme elle le fait toujours en se réveillant, en s'habillant et en se plongeant dans sa routine quotidienne. Elle s'occupe du linge, quelque chose qu'elle a enfin maîtrisé après avoir eu du mal au début. Après cela, elle s'occupe de la vaisselle, joue avec Mochi et fait en sorte que sa journée se déroule sans accroc. Quand l'après-midi arrive, elle se rend au marché pour acheter des provisions. En traversant la foule, elle attire l'attention de presque tous les hommes qu'elle croise. En choisissant des fournitures, une petite fille l'aborde et complimente son apparence, disant qu'elle veut être comme elle. Au début, Yuki est flattée, mais ensuite l'enfant demande d'où vient son costume et s'exclame que sa tenue de domestique est étrange pour une fille normale. Le commentaire la choque et peu après, elle tombe sur Yokoya qui vient d'acheter des livres. Toujours troublée par la remarque de l'enfant, elle lui en parle, se demandant si cela pourrait être vrai. Voyant son doute, Yokoya décide de l'emmener faire du shopping pour de nouveaux vêtements afin de la rassurer. Lorsqu'ils arrivent au magasin, ils sont accueillis par Riko et Grace, qui semblent les attendre. Riko dit qu'elle est venue aider son frère à choisir quelque chose, tandis que Grace admet avoir piraté le téléphone de Yokoya parce qu'elle voulait voir Yuki dans différentes tenues. Méfiante envers Grace, Riko demande si elle est aussi une assassin et Grace la prend dans ses bras et confirme qu'elle l'est. Yokoya regarde nerveusement mais au lieu de résister, Riko commence à renifler Grace comme si c'était de la poudre blanche, manifestement en train de s'amuser. Riko conduit ensuite le groupe vers un magasin qu'elle a choisi. Yokoya s'attend à ce qu'il soit rempli de tenues subtiles et plus décontractées. Au lieu de cela, Yuki finit par essayer des costumes encore plus extravagants juste pour que Riko puisse prendre des photos pour sa propre collection, tandis que Yokoya la réprimande pour les avoir traînés dans un magasin aussi ridicule. Grace voit un autre magasin et propose d'y aller. Il est rempli de vêtements que vos mères dégoûtantes adorent porter pour vous qui êtes morts, et quand Yuki en sort, elle ressemble aux filles qui attendent au coin d'une rue et mettent fin à des mariages heureux tout en transmettant des MST. Ensuite, ils continuent à parcourir différents magasins pour différents vêtements, certains élégants et d'autres scandaleux. Lorsqu'on lui demande son avis, Yokoya désigne une simple robe blanche d'une pièce, seulement pour que Grace le taquine sur son opinion. Puis, malgré le chaos, ils finissent par conclure leur virée shopping. Avec Halloween qui approche, ils trouvent un magasin d'Halloween et Riko propose aussi d'acheter des costumes. Yuki finit par s'habiller en sorcière, tandis que Grace se déguise en policière tout droit sortie d'un fantasme masculin.
Feeling. Ce que Riko approuve. En attendant, Yokoya repère une affiche de film d'horreur et partage à quel point il aime ce genre de film. Grace et Riko pensent que c'est une excellente idée d'aller le voir ensemble, mais Yuki semble confuse. Lorsqu'on lui demande si elle n'est jamais allée au cinéma, elle admet qu'elle y est allée mais seulement pour des missions d'assassinat. Ils décident donc d'y aller et malgré le fait qu'elle soit une ancienne tueuse de premier ordre, Yuki est absolument terrifiée par le film de zombies. Sa peur est si intense que même les rappels de ses compétences mortelles ne la calment pas. Après le film, Yuki continue de râler sur le fait que c'est révoltant que les morts vivants se promènent avec des dents pourries et une haleine assez mauvaise pour assommer quelqu'un. C'est alors que Yokoya réalise que Yuki voit encore le monde à travers la perspective de son passé d'assassin. Ensuite, ils prennent des crêpes ensemble et profitent d'un peu de tranquillité. De loin, une fille aux cheveux roses nommée Naka les observe avec jalousie, souhaitant pouvoir s'amuser aussi. Son professeur et frère Tatsu la retiennent et lui rappellent de rester prudente. Plus tard, alors que le groupe se sépare, Grace rentre chez elle et Yokoya raccompagne Riko. Yuki, quant à elle, prend un détour pittoresque, admirant ses nouvelles tenues dans les miroirs. Mais même si elle les apprécie, son cœur reste attaché à son ancien uniforme de domestique. De retour dans sa chambre, elle le remet et joue avec Mochai. C'est alors qu'elle réalise qu'elle a complètement oublié de faire la lessive. Elle remarque que la serviette de Mochai est sale et essaie de la lui prendre, mais il refuse et s'enfuit avec dans la bouche. Juste à ce moment-là, le courant se coupe et l'éclairage étrange à l'extérieur rappelle à Yuki le film de zombies. Dans le chaos, Mochai se cogne contre une table et renverse de la nourriture sur sa tête. Le bruit effraie Yuki et lorsqu'elle inspecte la cuisine, elle voit ce qui ressemble à un petit monstre zombie. Instinctivement, elle attrape un couteau et tranche la serviette de Mochai, le prenant pour autre chose. Mochai pleure la perte de sa serviette et après être rentré à la maison, Yokoya les trouve et se demande si la serviette peut même être sauvée. Yuki insiste qu'elle peut la réparer et Yokoya la croit, la soutenant. Yokoya remarque alors qu'elle est de retour dans la tenue de domestique et demande si elle n'aime pas les vêtements qu'ils ont achetés. Yuki dit qu'elle les adore, mais que l'uniforme de domestique est plus qu'une simple tenue, car c'est un cadeau de son défunt maître, un symbole de quelqu'un qui croyait en son rêve de vivre comme une fille normale. C'est le seul lien qui lui reste avec son passé. Elle demande à Yokoya si elle peut continuer à le porter, même si elle ne ressemble pas à une fille ordinaire. Avec une confiance réconfortante, Yokoya lui dit qu'il n'y a rien d'étrange chez elle, qu'elle ait peur des zombies malgré son passé d'assassin ou qu'elle veuille porter quelque chose qui compte pour elle, rien de tout cela ne la rend bizarre. Il la rassure en disant que tout le monde a ses particularités et que ce qui compte vraiment, c'est d'être elle-même. Ces mots réchauffent le cœur de Yuki et Mochi aboie en signe d'accord. Quand Yokoya prend Mochi, il réalise que la serviette est la même que celle dans laquelle ils l'ont trouvée enveloppée. Il soupçonne qu'il porte l'odeur des parents de Mochi, et Yuki, touchée par l'idée, devient encore plus déterminée à réparer la serviette. Elle mentionne que tout comme Mochi a sa serviette, elle a une cloche qui lui rappelle sa sœur. Yokoya est surpris par la révélation, surtout par l'idée que quelqu'un d'aussi remarquable que Yuki pourrait avoir une sœur avec le même passé d'assassin et tout autant de présence. Quelques jours passent, et Yokoya partage un repas de ramen décontracté avec Grace. Et pendant le repas, il évoque la sœur de Yuki, curieux de savoir où elle se trouve. Grace, peu intéressée par le sujet, hausse simplement les épaules, mentionnant que les seuls indices qu'elle connaît sont le nom de famille de Yuki, Ua et la cloche qu'elle porte toujours. Quand Yokoya essaie d'approfondir, Grace le rabroue immédiatement et se concentre à nouveau sur ses nouilles. Étant une étrangère tombée amoureuse de la culture japonaise, en particulier du ramen, elle le traite avec le plus grand respect. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle voie Yuki verser imprudemment de la sauce katsuta sur son ramen. Grace s'affole, avertissant Yuki de ne pas déshonorer le plat sacré de cette manière. Elle va même jusqu'à dire qu'elle la fera payer pour avoir manqué de respect au ramen. Yuki, cependant, reste imperturbable et mange avec une joie pure, indifférente à l'explosion. Plus tard, Yuki se rend compte qu'elle n'a plus de sauce katsuta et elle se dirige vers le magasin pour en acheter. Malheureusement, le commerçant lui dit qu'il n'y en a plus jusqu'à la semaine prochaine et la nouvelle frappe Yuki de plein fouet. Avec son stock maintenant limité, elle prévoit de rationner ce qui lui reste. Voyant qu'elle est si abattue, Yokoya essaie de lui remonter le moral et lui demande doucement ce dont elle se souvient à propos de sa sœur. Avec tristesse dans la voix, Yuki admet que la plupart de ses souvenirs ont disparu et qu'elle ne se souvient plus de l'apparence de sa sœur, ni même de ses propres parents. La seule chose à laquelle elle s'accroche encore est la cloche que sa mère lui a donnée ainsi qu'à sa sœur.
Elle espère qu'un jour la cloche pourra les aider à se retrouver. Mais 10 longues années ont passé sans aucun signe de sa sœur et Yuki craint d'avoir été oubliée ou pire, détestée par sa sœur pour l'avoir abandonnée. Pourtant, si sa sœur vit heureuse quelque part, Yuki pense que c'est suffisant. Sortant de nulle part, les amis bruyants de Yokoya, Taiga et Kobachi apparaissent, surpris de le voir traîner avec sa cousine Kanon. Taiga exhibe fièrement son nouveau CD d'un artiste qui va se produire au festival de Katsuta, tandis que Kobachi se moque de Yokoya pour les avoir abandonnés et passer trop de temps à s'amuser avec ses cousines plantureuses. Taiga, en revanche, remercie sincèrement Yuki d'être là, remarquant qu'elle a rendu Yokoya plus heureux. Les deux commencent alors à raconter des histoires embarrassantes du passé de Yokoya sur la façon dont il agissait comme un personnage d'anime rebelle, pensant qu'il aurait pu se transformer en Super Saiyan. Yokoya, visiblement irrité, essaie de faire taire Taiga, ce qui fait glisser le CD des mains de Taiga. Yuki réagit instantanément, lançant son sac pour sauver le CD. Mais dans le processus, sa précieuse sauce Katsuta se renverse dans la rue et elle regarde avec horreur alors qu'elle se répand partout. Cette nuit-là, Yuki rêve que sa précieuse sauce Katsuta prend vie, seulement pour lui dire qu'elle en a fini avec elle et préfère être versée sur la nourriture de quelqu'un d'autre. La trahison la blesse et elle se réveille bouleversée. Quand Yokoya entre, Yuki lui dit que sa vie semble dénuée de sens, sachant que la sauce Katsuta la déteste. Elle raconte le rêve où la sauce la trompe et Yokoya la rassure en lui disant qu'ils peuvent en acheter plus tard. Juste à ce moment-là, elle commence à mentionner un autre rêve, mais avant d'en dire plus, elle s'interrompt. Ensuite, après avoir souffert du même cauchemar à plusieurs reprises, Yuki va dans la chambre de Yokoya une nuit et lui demande de dormir à côté d'elle. Yokoya, essayant de rester respectueux, lui dit qu'il a des études à faire mais accepte de rester à ses côtés. Alors qu'elle commence à se calmer, elle lui dit qu'il est vraiment une bonne personne, ce qui le prend par surprise. Elle lui demande alors soudainement s'il a déjà détesté quelqu'un et Yokoya se confie sur sa rancœur envers son père, un sentiment né de son propre passé douloureux. En entendant cela, Yuki est touchée. Ses pensées reviennent à sa sœur et à la cloche, et submergée par l'émotion, elle se retire dans sa chambre, laissant Yokoya inquiet. Cette nuit-là, son rêve prend une tournure plus sombre. La sauce Katsuda non seulement la trahit à nouveau, mais commence aussi à se moquer d'elle pour avoir abandonné sa sœur et être sans amour. Cela lui rappelle que sa seule compétence est de prendre des vies, et même ses amis la détestent secrètement. Le rêve la plonge dans un souvenir de son enfance lorsqu'elle était une prodige célébrée, parlant couramment 15 langues avec un esprit comme un ordinateur. Tout ce qu'elle voulait, c'était rendre ses parents fiers, mais lors de l'un de ses anniversaires, la famille fêtait quand la sonnette a retenti. Ses parents ont répondu et n'ont jamais été revus après avoir été enlevés par des assassins visant Yuki pour ses capacités. Après cela, Yuki et sa sœur ont été laissés derrière. Son chagrin et son traumatisme ont effacé ses émotions, la transformant en une tueuse froide et efficace. Cette nouvelle version d'elle a éloigné sa sœur. Puis, dans le cauchemar, son ancien maître apparaît, essayant de la ramener dans cette vie. Mais avant que quoi que ce soit ne se passe, Yokoya la réveille. Voyant à quel point elle est secouée, Yokoya la rassure doucement et Yuki réagit en l'attirant dans un câlin et dans le lit. Tu sais quelle heure il est? L'esprit de Yokoya s'emballe brièvement, pensant qu'il va passer à l'action. Mais elle se contente de le serrer fort, ayant besoin de son réconfort. Yokoya réalise à quel point elle est profondément blessée et lui tapote doucement le dos, lui offrant quelque chose à quoi se raccrocher. Et le son de son cœur la calme jusqu'à ce qu'elle s'endorme lentement. Le lendemain, Yuki entend parler du festival Katsuda de l'école et apprend que le grand prix est une bouteille de sauce Katsuda spéciale. Ses yeux s'illuminent d'excitation, mais Yokoya et les autres expliquent qu'elle devra gagner chaque partie du festival, y compris la culture, le sport et la musique, et maintenir des notes correctes. Elle leur montre sa note récente, pensant que c'est correct, mais Yokoya l'informe qu'elle a besoin d'au moins 60 points pour se qualifier, alors que sa note est bien en dessous. Paniquée, Yuki commence à s'inquiéter, mais les garçons la rassurent, en lui disant qu'exceller aux examens pratiques peut aider. Déterminée, Yuki s'y met. Plus tard, au déjeuner, Grace donne à Yuki un sandwich imbibé de sauce Katsuda dans le cadre d'un accord qu'elles ont conclu. Yuki accepte avec gratitude, mais Grace s'embrouille et écarte tout le monde. Lorsque Yokoya évoque le rêve de Yuki de gagner le festival, Grace voit une occasion de passer à l'action. Elle révèle une copie d'examen sans nom, affirmant qu'elle appartient à Yuki. Réalisant qu'elle a oublié d'écrire son nom, Yuki panique et Grace lui dit qu'elle a échoué par défaut, mais propose un marché. Si Yuki arrête d'apporter de la sauce Katsuda dans les restaurants de ramen, elle la laissera mettre son nom sur la copie. Mais avant que Yuki ne puisse répondre,
une silhouette rose passe en trombe et, l'instant d'après, Grace voit le nom de Yuki écrit magiquement sur le papier. Alors que Yuki essaie d'expliquer, Yokoya lui dit rapidement de se taire et de laisser tomber. Grace s'en va furieuse, vaincue, et aucun d'eux ne comprend ce qui vient de se passer jusqu'à ce qu'ils remarquent une fille aux cheveux roses à proximité. Naka, celle qui est intervenue, essaie de s'éclipser discrètement, mais Yuki la rattrape et la remercie, révélant qu'elle a vu Naka se déplacer à une vitesse inhumaine. Naka, maintenant prise, rassemble son courage et dit au groupe qu'elle sait comment gagner le festival de Katsuda. Le lendemain, à l'intérieur du dojo familial, Naka se lance dans l'entraînement. Elle se pousse à fond, s'entraînant avec d'autres et dominant les affrontements jusqu'à ce qu'un faux pas la fasse presque chuter. Son frère, Tatsu, la rattrape juste à temps et lui rappelle la fierté liée à leur nom de famille, ce qui laisse Naka se sentir coupable et frustrée. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'au-delà de son ton sévère, Tatsu est horriblement inquiet pour son bien-être. Ailleurs, le festival de l'école commence et l'événement principal est annoncé, un jeu de gendarmes et voleurs. Tatsu est choisi pour jouer le gendarme tandis que tous les autres élèves prennent le rôle de voleur. La suspicion commence à tourner autour de Yuki, qui prétend être la cousine de Yokoya. Tatsu ne lui fait pas confiance et soupçonne qu'elle pourrait être une ennemie, alors il décide de la surveiller de près. Pendant ce temps, la classe de Yokoya se prépare pour leur propre partie du festival sur le thème d'un café animalier. En coulisses, Naka se confie à Yokoya et elle est désespérée de prouver sa valeur dans le jeu contre son frère pour lui montrer qu'elle est forte par elle-même, mais en même temps, elle est troublée par la présence pleine d'aura de Yuki et Yokoya la rassure qu'ils feront bien. Soudain, un énorme costume de chat, un costume de bouteille, entre dans la pièce, envoyant Yuki presque en hystérie. Mais ils savent tous que c'est juste Tega qui porte le costume. Il se sent confiant, surtout avec Naka et Yuki comme coéquipiers. Bien que certains doutent de la force de Naka, elle insiste sur le fait qu'elle peut au moins courir plus vite que la plupart des gens. Yuki encourage tout le monde, promettant qu'avec le travail d'équipe, ils peuvent vaincre l'invincible Tatsu. Sans être vu, Tatsu écoute depuis un coin du café et devient irrité en entendant Yuki inciter Naka à le défier et à le vaincre. Mais cela lui donne plus de motivation pour vaincre Yuki. Plus tard, le groupe discute de leur stratégie. Tega déclare qu'il restera en costume pendant tout le jeu pour passer à la télévision et devenir une mascotte adorée. Cela rappelle à Yokoya que le match sera télévisé, et il se demande si Yuki est d'accord pour être filmé. Avant qu'il ne puisse demander, Riko et Kobachi arrivent. Yokoya explique le déroulement du jeu à Riko qui est déçu de ne pas voir Yuki en costume de lapin. Tandis que les autres sont distraits par leur conversation, Naka trouve le courage de poser une question personnelle à Yuki. Mais la nervosité prend le dessus, et au lieu de demander si Yuki a des amis, elle lui demande si elle veut être son amie. Yuki accepte gentiment, laissant Naka submergé de joie. Yokoya les invite ensuite à explorer le festival ensemble, mais Naka a quelque chose à enquêter. Elle part, se sentant énergisée, reconnaissante d'avoir Yuki comme amie, déterminée à maintenir ce lien, quoi qu'elle découvre à son sujet. Naka se faufile discrètement pour écouter les règles du jeu, mais ce qu'elle apprend la choque. À l'approche de l'événement, une invitée célèbre nommée Nazca est présentée, provoquant des cris de la foule avec son apparence éblouissante. Les règles sont expliquées, Tatsu, en tant que policier, doit attraper les voleurs, et les voleurs gagnent soit en tenant 15 minutes sans être capturés, soit en libérant l'un des leurs de prison. Nazca ajoute une touche en stipulant que chaque classe doit porter les tenues thématiques assignées pour le festival, ce qui signifie que l'équipe de Yuki doit concourir en costume d'animaux. Naka se sent coupable de ne pas avoir appris la nouvelle règle plus tôt, mais Yuki lui dit que ce n'est pas grave, car elles sont amies maintenant et qu'elles affronteront Tatsu ensemble. Le costume de Yuki couvre commodément son visage, ce que Yokoya a arrangé pour protéger son identité. Tatsu, pendant ce temps, fixe intensément sa sœur, et une étrange émotion tourbillonne en lui alors qu'il observe à quel point sa sœur est mignonne. Mais quand Naka détourne le regard, quelque chose change en lui, et il blâme Yuki dans le costume de loup, l'identifiant comme la cause de la distance croissante entre lui et sa sœur. Une fois le jeu commencé, Tatsu traverse le terrain à une vitesse fulgurante, capturant les élèves sans effort. Bientôt, seul le trio en costume d'animaux reste. Tega, toujours dans sa tenue de chat, essaie d'être le héros du jeu, mais il est rapidement éliminé et jeté dans la zone de prison. Les yeux fixés sur Yuki, Tatsu se jette sur elle. Il l'attrape et essaie de la jeter dans la cellule, mais elle s'accroche à son bras, arrêtant son élan d'être projeté. Voyant cela, Naka panique, mais le souvenir de l'amitié de Yuki la renforce. Elle utilise ses techniques de ninja pour intervenir, lançant des bombes fumigènes et échangeant sa place avec Yuki.
Tatsu envoie involontairement sa sœur voler dans la prison et l'acte le stupéfie. Yuki reste la dernière joueuse debout et inspirée par le sacrifice de Naka, elle se souvient des mots de Yokoya sur la façon dont les amis peuvent devenir une famille choisie. Yokoya a failli abandonner la vie, mais c'est l'amitié de Taiga et Kobachi qui l'a sauvé. Et maintenant, Yuki ressent la même chose envers Naka. Maintenant, elle veut rendre l'appareil. Alors que Tatsu se remet de la réalisation de ce qui vient de se passer, Yuki prépare son dernier mouvement. Elle reste attentive aux caméras, essayant de garder son visage caché. Puis, elle et Tatsu s'affrontent, créant un tourbillon de mouvements si intense qu'on dirait une scène de combat de Dragon Ball. Tatsu accuse Yuki de faire semblant de se soucier de Naka, affirmant qu'elle ne comprend pas ses luttes. Yuki réagit avec force, le renversant et courant directement vers Naka. En lui prenant la main, elle lui dit qu'elle comprend enfin un peu mieux ce que signifie être une véritable amie, et Naka est submergée par le geste. Avant que Tatsu ne puisse frapper à nouveau, le sifflet retentit, signalant la fin du jeu. Yokoya pense qu'ils ont gagné, jusqu'à ce que Riko fasse remarquer que Yuki et Naka sont maintenant en prison, ce qui signifie que Tatsu a techniquement gagné. Yuki est laissée confuse par le résultat, mais l'équipe de télévision veut maintenant l'interviewer. Naka réalise le risque et crée rapidement un écran de fumée. Quand la fumée se dissipe, il trouve Taiga dans le costume de loup et Yuki maintenant déguisé en costume de chat. Ensuite, Yokoya et les autres l'éloignent rapidement pour éviter toute exposition. Plus tard, Yuki réaffirme son amitié avec Naka. Mais à ce moment-là, Tatsu arrive, appelant sa sœur à la maison. Lorsqu'il revoit Yuki, sa jalousie refait surface, car il se sent menacé par l'idée que Yuki pourrait voler l'affection de Naka. Bien que confuse par sa réaction intense, Yuki dit à Naka qu'elle a hâte de la revoir à l'école, et cette promesse laisse les deux filles souriantes. Ce soir-là, Yuki s'assoit sur le toit et Yokoya la rejoint. Il lui demande si elle est contrariée par la défaite. Yuki admet qu'elle était d'abord concentrée sur la victoire, mais maintenant elle ressent juste des papillons et Yokoya explique que ce sentiment est de l'excitation. À ce moment-là, Yuki réalise quelque chose. Que dans sa vie passée d'assassin, elle n'avait jamais le luxe de profiter de demain. Mais maintenant, elle le peut et cela fait toute la différence. Quelques jours plus tard, Naka rend visite à la maison de Yokoya. Et elle est là pour montrer ses compétences en lancer de couteau, ce qui impressionne tout le monde. Malgré les compliments, elle ne se sent pas accomplie, surtout comparée à son frère Tatsu, qu'elle admet être bien plus talentueux. Naka se confie sur son malaise avec sa vie de ninja, souhaitant plutôt vivre comme une fille ordinaire. Yuki écoute et acquiesce silencieusement, partageant ce même désir d'une vie simple. Leurs sentiments partagés les rapprochent, et lorsque Yuki suggère qu'elle parle plus à l'avenir, Naka sourit sincèrement à cette idée. Le moment est interrompu par Grace qui apparaît soudainement et lance une pique à Yokoya, taquinant que maintenant avec Naka, son harem vient de s'agrandir. Yokoya l'ignore, l'accusant de dire des bêtises. Avant que quiconque puisse en dire plus, un couteau traverse la sucette de Grace. Yuki s'excuse, mais tout le monde perçoit la jalousie derrière ses actions. Intrigué par la réaction calme de Grace, Naka demande si elle est comme elle, et Grace confirme nonchalamment que non seulement elle est une assassin, mais qu'elle sait aussi que Naka appartient à la famille de ninja Shikaze, une information qui surprend Naka. Yokoya demande pourquoi Grace est même là. Elle révèle qu'elle part bientôt en Chine pour une mission, et qu'il y a une chance qu'elle rencontre l'ancienne organisation de Yuki, et obtienne peut-être de nouvelles infos sur la sœur disparue de Yuki. Alors qu'elle se prépare à partir, Grace lance une dernière blague grossière, disant à Yokoya de commencer à se frotter le ventre avec Yuki avant qu'elle ne revienne, ce qu'il refuse immédiatement. Naka demande alors si Yokoya et Yuki sont en couple, et tandis que Yokoya s'empresse de dissiper ce malentendu, Yuki reste silencieuse, perdue dans ses pensées. Yuki réfléchit finalement à la simplicité de sa vie passée, où elle n'avait qu'elle-même à se soucier. Mais maintenant, entourée de personnes qu'elle aime, surtout Yokoya, son cœur s'est élargi, et cette prise de conscience lui apporte du bonheur. Yokoya et Naka sont tous deux touchés, mais Yokoya reconnaît intérieurement que, pour Yuki, il est plus comme un membre de la famille, pas un partenaire romantique. La neige commence à tomber, ajoutant un décor paisible à leur rassemblement, et tandis qu'ils admirent le temps, Yokoya reçoit un message de son père éloigné promettant un retour pour la nouvelle année, un message qui détruit son humeur.
Le lendemain, la cour est recouverte de neige. Mochi y saute en premier, rapidement suivi par Yokoya. Il construit un bonhomme de neige et Yuki, inspiré, essaie d'en faire un aussi. Le sien finit par avoir l'air un peu sauvage et désordonné, mais Yokoya la complimente quand même, plaisantant que c'est abstrait. Ils rient ensemble jusqu'à ce que Mochi, avec un timing parfait, s'écrase dans le bonhomme de neige de Yuki, le réduisant en ruine. Le cœur brisé, Yuki essaie de le réparer, mais quand Yokoya lui dit que c'est inutile, son humeur se détériore. Juste à ce moment-là, son téléphone sonne et c'est son père. Après l'appel, Yokoya dit à Yuki qu'il doit aller chez sa famille et lui demande de veiller sur les choses. Avant de partir, Yuki l'arrête et lui demande s'ils peuvent se voir plus tard. Ce soir-là, sur le chemin du retour de sa visite, Yokoya remarque une petite foule rassemblée. Curieux, il s'approche et trouve Yuki là, habillée de manière décontractée qui lui fait trembler les genoux. Elle enroule doucement une écharpe autour de son cou et lui prend la main, l'invitant à un rendez-vous. Yokoya cherche ses mots, demandant pourquoi cette invitation soudaine, et Yuki lui dit que Riko l'a encouragée, mais qu'elle veut aussi simplement lui remonter le moral. Elle dit que le voir triste la rend incomplète, et l'honnêteté de ses mots fait céder Yokoya qui accepte. Ils marchent, main dans la main à travers la neige, profitant des lumières festives. À l'intérieur, cependant, Yokoya lutte. Malgré le cadre romantique, il essaie de repousser ses sentiments pour Yuki, se rappelant qu'il la voit toujours comme quelqu'un de trop innocent pour qu'il la poursuive. La chute de neige s'intensifie et Yokoya commente à quel point il aime la neige et l'atmosphère des fêtes. Yuki rit, disant qu'elle adore entendre ça, surtout puisque son nom signifie littéralement neige. Et le cœur de Yokoya s'emballe à ces mots. Après le rendez-vous, Yokoya tire Riko à part et lui demande si elle pense que Yuki a de vrais sentiments pour lui. Riko dit qu'il est possible que Yuki n'en soit pas encore consciente, et elle propose d'utiliser un quiz de compatibilité amoureuse sur son téléphone. Yokoya est sceptique, mais Riko insiste, disant que son amie s'est mise avec son béguin après l'avoir fait. Elle commence à lui poser des questions sur la proximité physique, les moments émotionnels et même des choses maladroitement personnelles. À chaque oui qu'il donne, il se rend compte qu'il est peut-être plus amoureux de Yuki qu'il ne le pensait. Mais à la dernière question, si Yuki a déjà dit qu'elle l'aime, il répond non, et leur score est de 96. Riko célèbre, convaincu que c'est dans la poche, mais Yokoya s'inquiète silencieusement des 4% manquants. Coquin, Yuki apparaît soudainement et Yokoya, encore sous le choc du quiz, devient tendu. Riko suggère que Yuki passe aussi le test et elle pose les mêmes questions et une par une, Yuki répond oui. Avec chaque réponse, le calme de Yokoya continue de se fissurer. Mais à la dernière question, si Yokoya a déjà dit qu'il l'aimait, Yuki dit avec confiance oui. Cette révélation fait perdre pied à Yokoya, tandis que Riko rayonne pratiquement, affirmant qu'elle est un pas de plus près de devenir sa belle-sœur. Plus tard, ils se rassemblent tous autour du kotatsu pour un pot-au-feu. Riko commence à raconter de vieilles histoires sur la façon dont Yokoya saccageait la maison juste pour contrarier leur père. Embarrassé, Yokoya lui dit de se taire, ne voulant pas que Yuki entende parler de son passé immature. Pour se venger de Riko, il commence à lui donner des coups de pied sous la table, mais elle ne réagit pas. Confus, il continue de donner des coups de pied jusqu'à ce qu'il regarde sous le kotatsu et réalise qu'il a donné des coups de pied à Yuki tout le temps. Tous les deux se figent dans un silence mortifié et quand Riko demande ce qui se passe, ils esquivent maladroitement la question. Elle sourit, disant qu'ils ressemblent à un couple gardant des secrets ensemble et c'est tout ce qu'il faut pour que Yokoya et Yuki s'effondrent complètement. Yokoya continue de revivre les souvenirs de leur rendez-vous, mais ses rêves se mêlent à des réminiscences d'un passé oublié. Dans un souvenir, il se rappelle avoir avoué ses sentiments à une fille seulement pour être rejeté. Elle lui avait dit qu'il ne l'aimait pas vraiment et qu'il essayait juste d'échapper à sa solitude. Dommage émotionnel. Ce moment a laissé une cicatrice sur la façon dont Yokoya comprend l'amour, ce qui le fait douter de ses propres sentiments pour Yuki. Lorsqu'il se réveille, il trouve Yuki à côté de lui, et alors qu'il essaie discrètement de sortir du lit, Yuki se réveille, mais il parvient tout de même à sortir pour se ressaisir. Il se blâme de l'avoir laissé rester avec lui après qu'elle l'a supplié de dormir ensemble à cause de ses cauchemars. Sachant que sa présence à ses côtés lui a coûté des nuits de repos. Elle le suit en espérant aider, mais Yokoya écarte cela avec une excuse peu convaincante sur le ménage, quelque chose qu'il sait ne pas même se convaincre lui-même. En s'aspergeant le visage d'eau, il admet qu'il a des sentiments pour Yuki, mais le souvenir de ce rejet précédent l'empêche de s'ouvrir et il craint la possibilité d'être à nouveau laissé pour compte. Plus tard, Yuki commence à ranger l'endroit avec une concentration intense,
déterminée à faire mieux qu'avant. En passant la serpillière, elle se motive à faire mieux qu'elle ne l'a fait auparavant, jusqu'à ce que Machi cause des problèmes. Il perturbe ses efforts, la laissant tremper dans le processus, elle s'excuse, même s'il est clair que Machi était à blâmer, et Yokoya gronde le chien, sachant parfaitement ce qui s'est passé. Alors que Yuki enlève son manteau, Yokoya aperçoit la dentelle noire qu'elle porte. Son cœur s'emballe et il quitte immédiatement les lieux pour calmer ses nerfs, pleinement conscient de l'effet qu'elle a sur lui. Bien qu'il soit captivé par elle, il hésite toujours à lui parler de ses sentiments. Quand il revient, il trouve Yuki à genoux, prête à le réconforter, et voir son expression innocente le fait paniquer. Il dit maladroitement qu'il est trop gêné pour s'allonger sur ses genoux, sans se rendre compte à quel point cela la blesse. Son sourire s'efface, et peu après, Yuki commence à pleurer, quelque chose de totalement nouveau pour elle. Elle essaie d'arrêter, mais les larmes continuent de couler, la laissant confuse et honteuse. Yokoya, se sentant impuissant, change de sujet et suggère qu'elle prenne un bain pour éviter de tomber malade. Yuki acquiesce silencieusement et se dirige vers la salle de bain. Pendant ce temps, Yokoya réfléchit à la façon dont il a mal géré ses émotions. Au cours des jours suivants, Yuki pleure plus que jamais. Elle pleure pour des petites choses comme le chien qui aboie, les chats errants qui se battent, et même les feuilles qui tombent des arbres. Rien de tout cela n'est de sa faute, mais Yokoya ne sait pas comment l'aider. Chaque nuit, elle dort toujours à côté de lui, le gardant éveillé jusqu'à l'arrivée de la nouvelle année. Puis un jour, Yuki cherche Yokoya mais trouve à la place un mot disant qu'il est sorti pour un moment. Elle promène le chien et se rend au marché local pour faire des courses, mais découvre que tout est fermé pour les vacances. N'ayant pas d'autre choix, elle visite un supermarché, un endroit où elle n'est jamais allée auparavant et est rapidement submergée par les options disponibles. En luttant pour naviguer dans les allées, un boucher lui propose du rôti de bœuf et elle l'achète avec gratitude pour le dîner. De retour à la maison, elle trouve Yokoya en train de préparer des okonomiyaki, et par coïncidence, il a aussi acheté du rôti de bœuf, ce qui fait pleurer Yuki à nouveau. Maintenant, ils en ont trop, mais ils mangent tout de même. En prenant une bouchée de ce plat riche et couvert de sauce, elle pleure encore une fois, cette fois-ci à cause de la délicieuse saveur. Cette nuit-là, Yokoya dort sur le canapé. Il se dit qu'il doit se ressaisir puisque son père revient demain. Pendant qu'il dort, Yuki lui met doucement une couverture. Le lendemain matin, Riko arrive, prête pour leur célébration du nouvel an. Mais Yokoya est toujours assommée et ses plans sont ruinés. Quand Yuki demande ce qui se passe, Riko révèle nonchalamment que c'est l'anniversaire de Yokoya. La nouvelle frappe Yuki de plein fouet et elle commence à pleurer à nouveau, choquant Riko qui ne l'a jamais vue aussi émotive. Yuki pense qu'il y a un problème avec ses yeux, alors elle décide de rester à la maison et Riko respecte cela. Plus tard, Yuki trouve le téléphone de Yokoya et voit un message de Naka les invitant au sanctuaire. Voulant y aller, Yuki s'y rend seule et rencontre Naka. Elle admet qu'elle ne connaît pas les coutumes du sanctuaire, alors Naka la guide. Il tire en des fortunes, et Naka est heureux de partager ce moment avec Yuki. Cependant, Yuki lit la sienne et voit un message disant qu'elle va perdre quelque chose, et elle craint instantanément que cela signifie qu'elle va perdre Yokoya. Assise avec Naka, elle lui parle de ses inquiétudes et de la distance de Yokoya et de sa peur qu'il n'ait plus besoin d'elle. L'idée d'être détestée ou laissée pour compte la fait pleurer à nouveau. Naka, voulant la réconforter, partage qu'elle aussi ne peut parfois pas retenir ses larmes. Elle se souvient d'un conseil de sa mère sur le fait que pleurer n'est pas toujours un signe de faiblesse et que parfois c'est juste la tristesse accumulée qui finit par déborder. Elle encourage Yuki à laisser sortir ses émotions, lui rappelant qu'un jour viendra où son sourire reviendra. Après avoir laissé ses émotions se calmer, elles font toutes les deux des vœux et Yuki prie silencieusement pour rester toujours avec celui qu'elle aime. Pendant ce temps, le père de Yokoya arrive enfin au Japon et il essaie d'appeler son fils. Mais Yokoya ne répond pas car il dort profondément, inconscient de tout ce qui se passe autour de lui. Alors que Yuki et Naka rentrent chez elle, elle ne pense qu'à une chose, trouver quoi offrir pour l'anniversaire prochain de Yokoya. Naka demande à Yuki ce que Yokoya aime, et bien que le porc frit lui vienne d'abord à l'esprit, elle se souvient soudainement des figurines d'action soigneusement exposées dans sa chambre. Inspiré, il se dirige vers un magasin à proximité pour voir s'ils peuvent trouver quelque chose de similaire. Une fois à l'intérieur, il tombe sur la même ligne de figurines que possède Yokoya. Naka fait remarquer que cela fait partie d'un ensemble de machines gacha, et lorsque Yuki demande comment obtenir la variante rare noire, Naka explique qu'elle doit continuer à essayer jusqu'à ce qu'elle ait de la chance. Yuki jette pièce après pièce dans la machine, mais la chance refuse de se montrer. Après plus d'une douzaine d'essais, la frustration déborde et elle fond en larmes sous le poids de son échec.
À ce moment-là, un homme étrange remarque sa détresse et propose de l'aider. Yuki, toujours désespéré, accepte. Il commence à divaguer sur la nécessité de dominer mentalement son adversaire comme s'il était Andrew Tate. Et tandis que Naka lève les yeux au ciel face à ce conseil bizarre, Yuki le prend au sérieux. Elle puise dans une détermination intense et canalise son instinct intérieur. Elle s'approche de la machine à nouveau, la fixe comme si c'était un rival et jure de la conquérir. Avec une tension et une énergie renouvelée, elle insère une dernière pièce et sort la figurine d'Action Noire qu'elle cherchait. Yuki remercie l'homme qui mentionne nonchalamment qu'elle lui rappelle son propre fils qui pleure toujours quand il perd. De retour à la maison, Riko réveille Yokoya en le giflant et l'avertit que leur père revient bientôt. Groggy et confus, Yokoya remarque une note laissée par Yuki et réalise qu'il ne lui a pas dit que leur père revenait. Riko le gronde de ne pas parler à quelqu'un avec qui il vit, mais Yokoya s'en moque, arguant que vivre avec quelqu'un ne signifie pas toujours avoir des conversations profondes. Cela déclenche des souvenirs de ses propres parents. Sa mère a disparu il y a des années, et lorsque son père est brièvement réapparu, Yokoya était trop effrayé pour s'ouvrir à lui, car il était émotionnellement distant et froid. Après cette visite, son père est reparti, travaillant à l'étranger, tandis qu'une nounou élevait Yokoya. Et depuis, Yokoya n'a jamais trouvé le courage de lui parler honnêtement. Puis un message de Naka arrive, elle dit à Yokoya à quel point Yuki a échoué aujourd'hui et lui suggère de lui remonter le moral. Quelques instants plus tard, Yuki entre et Riko la salue chaleureusement mais remarque son expression sèche et rigide, sentant immédiatement que quelque chose ne va pas. Yokoya essaie de parler à Yuki du retour de leur père, mais à mi-chemin, il change de sujet. Au fond de lui, il réalise qu'il a simplement peur de la façon dont son père pourrait affecter Yuki et de son propre désir de la protéger de cela. Il se traite de lâche pour avoir même pensé de cette manière. Riko, quant à elle, le félicite d'avoir enfin montré du courage et d'être devenu un vrai homme. Leur père finit par se montrer et Riko se jette sur lui, visiblement heureuse, tandis que Yokoya reste en retrait, maladroitement. Avec un certain effort, Yokoya présente Yuki, la désignant comme la nouvelle domestique de leur maison avec un passé mystérieux. Dès que son père la voit, la reconnaissance se lit sur son visage et il connaît son vrai nom, Zu. Yuki le remercie pour l'aide qu'il lui a apportée plus tôt dans la journée. Et tandis que Yokoya prépare du café, il observe, stupéfait, les deux discuter confortablement de leur histoire commune et d'un ancien mentor assassin que Yuki avait autrefois. Le père présente ses condoléances pour la mort de l'ancien maître de Yuki, tandis que Yokoya ne peut que rester là silencieusement, se sentant comme un étranger dans sa propre maison. Et leur conversation facile lui rappelle le fossé émotionnel qu'il a toujours ressenti depuis que sa mère est partie. Riko commence à interroger leur père sur ses connaissances des assassins, mais il esquive ces questions en plaisantant, ce que Yokoya reconnaît immédiatement comme la façon de son père d'éviter les sujets inconfortables. C'est alors qu'il réalise qu'il a été égoïste et que tout ce temps, le vieil homme a évité de vraiment comprendre les autres parce qu'il n'a jamais pris la peine d'utiliser des mots, de demander ou même d'écouter. Puis le père annonce nonchalamment qu'il doit repartir et Riko mentionne l'anniversaire de Yokoya. Mais le père dit que Yokoya n'a jamais aimé le fêter de toute façon. Il lui adresse un vœu d'anniversaire générique et lui remet un cadeau. Alors que la voiture est préparée pour son départ, Yokoya reste figé, incertain. Mais en se souvenant de la force de Yuki plus tôt, il décide d'agir. Il arrête son père avant qu'il ne parte et demande s'il peut garder Yuki dans la maison. Au lieu de répondre directement, son père lui renvoie la question, demandant à Yokoya ce qu'il veut. Avec une détermination qui bouillonne en lui, Yokoya déclare qu'il veut que Yuki reste et son père accepte la décision, secrètement fier de voir la croissance de son fils. Yokoya ressent quelque chose changer alors qu'il a enfin parlé avec sincérité. Avant qu'il ne puisse le réaliser, son père appelle son téléphone pour parler à Yuki. Il veut savoir ce qu'elle pense de Yokoya et elle répond honnêtement, disant qu'il a été incroyable pour elle. Le père la remercie, disant qu'elle est la raison pour laquelle Yokoya commence enfin à changer. Émue, Yuki commence à pleurer. Elle demande à Yokoya s'il veut aller voir la vue nocturne et quand il accepte, elle le soulève sans effort et se dirige vers le toit avec aisance. Là-haut, avec la ville illuminée autour d'eux, Yuki lui remet son cadeau d'anniversaire, la figurine qu'elle a travaillé si dur à gagner. Même s'il est un peu cassé, Yokoya l'accepte quand même, touché par le geste. Et c'est dans ce moment de calme qu'il décide enfin de s'ouvrir. Il raconte à Yuki son père, l'homme qu'il idolâtrait autrefois, qui a changé après le départ de sa mère et comment cela a laissé leur relation en morceaux. Pendant 10 ans, il a évité de la réparer, mais avec Yuki, il ne veut pas la même distance. Rassemblant tout son charme maladroit,
il demande à Yuki de faire partie de sa famille. Alors qu'il panique intérieurement, Yuki verse des larmes, non de douleur, mais de bonheur. Elle accepte avec chaleur dans la voix, disant qu'elle aimerait faire partie de sa famille. Submergée par l'émotion, Yokoya avoue qu'il l'aime, et il y a une pause lourde entre eux, jusqu'à ce que Yuki sourie et lui dise qu'elle l'aime aussi. Plus tard, de retour dans sa chambre, Yokoya tombe à genoux, submergé. Il regarde la figurine que Yuki lui a donnée et ressent un rare sentiment de paix. Mais ensuite, il réalise que Yuki a dit qu'elle l'aime comme un membre de la famille. Et en réalisant qu'il ne peut pas avoir de relation intime avec elle, il pleure à nouveau. Pendant ce temps, dans la cuisine, Yuki coupe du chou quand son cœur commence à battre fort et elle commence à comprendre quelque chose d'important. Tout comme Yokoya l'aime, elle l'aime aussi, pas seulement comme une famille, mais quelque chose de plus profond. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez « Femme de ménage assassin chaude et mortelle ». Si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.